Sunday Night Production. C'est d'ailleurs un élément qui peut nous permettre de voir qu'un athlète, qu'un sportif, une sportive manque de sommeil, c'est le niveau d'irritabilité. Moi, il y a quand même un petit conseil que je peux donner parce qu'on parle souvent de la technologie, les écrans, qui ont eu un impact négatif sur la qualité de notre sommeil, mais la technologie peut aussi nous aider à mieux dormir. Je m'explique. Alors, effectivement, Guillaume, ce que tu dis fait écho à des choses qu'on entend énormément autour des horaires d'entraînement, notamment l'affirmation selon laquelle un exercice pratiqué en fin de soirée perturbe le sommeil. Le manque de sommeil fait baisser notre taux de testostérone et donc notre libido. On avait une question sur la sexe. Ils sont chauds nos auditeurs et nos auditrices. Écoute Fred, qu'est-ce que tu en penses ? Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième partie de notre dossier spécial autour du sommeil en course à pied. D'ailleurs, j'en profite pour informer nos auditeurs et auditrices qui peut-être n'auraient pas encore écouté la partie 1 de cette série. Eh bien, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode 1 avant celui-ci, tout simplement pour faciliter votre compréhension sur le sujet. Mais si vous êtes à jour sur les épisodes, restez bien avec nous car vous allez, j'en suis sûr, apprendre énormément de choses sur le sommeil et plus particulièrement l'impact du sommeil sur la performance sportive. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fred, co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu as bien dormi puisque on enregistre assez tôt cette émission aujourd'hui ? Est-ce que ça va bien ? T'as eu un beau repos, bien reposant ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai bien dormi et même l'horaire matinal de cet enregistrement ne m'affecte pas parce que moi je suis plutôt un lève-tôt. Je suis un couche-tôt, mais du coup je suis un lève-tôt, donc parfait pour moi. Bon, tant mieux. Alors Fred, dans la première partie de ce dossier, on s'était intéressé au mécanisme du sommeil avec ces questions. Pourquoi dormons-nous ? Quelles sont les différentes phases de sommeil et leur utilité ? Combien de temps aussi il faut allouer à son repos ? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Mais aujourd'hui, je te propose qu'on fasse un focus sur les spécificités du sommeil dans le sport et plus particulièrement dans la course à pied parce que c'est quand même le sport qui nous concerne le plus. En fait, moi, ce que j'aimerais, Fred, dans cet épisode, c'est qu'on s'intéresse vraiment au rôle du sommeil dans la performance, dans la prévention des blessures, l'impact du sommeil aussi sur notre métabolisme, sur notre récupération énergétique, sans oublier la question des siestes. Est-ce que ça a des effets positifs, des effets négatifs sur nos entraînements ? Bref, tu l'as compris, j'ai beaucoup de questions à te poser aujourd'hui et j'imagine que toi aussi, en tant qu'entraîneur qui coach des athlètes aussi bien élites qu'amateurs, la question du sommeil, c'est aussi un sujet qui te passionne aussi et que tu as dû t'y pencher pas mal de fois aussi. Oui, c'est toujours une question un peu centrale parce qu'on met le sommeil au centre des éléments de récupération et d'assimilation de l'entraînement. Mais avant d'aller plus loin, moi je voudrais déjà faire un petit point sur les études autour du sommeil. Il faut bien avoir conscience qu'on a un réel manque de recul. Car très concrètement, le sommeil est vraiment étudié depuis une quinzaine d'années seulement. C'est court à l'échelle des études scientifiques, c'est court. Il y a aussi un certain nombre de biais autour des études qu'il ne faut pas prendre du coup comme des vérités absolues. Mais c'est comme toute étude finalement, c'est la difficulté qu'on peut avoir à isoler une seule composante. Et en même temps, on étudie qu'un seul élément, donc on ne sait pas si finalement les conclusions qu'on va tirer des différentes études sont liées vraiment à ce qu'on étudie ou on va dire des éléments annexes. Souvent la réalité de l'être humain dans son quotidien, c'est que chaque élément, chaque chose est plurifactorielle. Donc moi je veux quand même être honnête avec toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui on trouve autant d'études qui minimisent les bienfaits du sommeil que celles qui les maximisent et qui en font un peu l'alpha et l'oméga de la récupération. Donc
avoir un certain avis critique. Et moi, très concrètement, je me base sur les études que j'estime les plus pertinentes. Alors après, c'est un parti pris, mais comme quand je suis entraîneur, je prends des décisions sur les axes d'entraînement que je souhaite privilégier. Ce sont des partis pris. À un moment, il faut faire des choix et les assumer et les revendiquer et pas s'en cacher. Mais du coup, je me base sur les études que j'estime être les plus pertinentes, celles dont la méthodologie aura été la plus sérieuse, mais aussi je mets ça en confrontation avec la pratique que j'ai en tant qu'entraîneur et ce que j'ai pu observer et qui fait pas forcément l'objet d'études qui sont dans un cadre très scientifique et on va dire fermé. Il y a aussi la réalité du terrain, comme on dit. Effectivement, Fred, c'est vrai que la question du sommeil, il y a presque deux camps. T'as ceux qui, notamment, tu sais, dans le développement personnel, on recommande beaucoup aux gens de dormir peu, de travailler, de se lever très tôt, et que le sommeil, ça n'a pas forcément un impact si important que ça sur nous. On entend quelque chose, même si c'est un courant qui est minoritaire, c'est quelque chose qu'on entend. Et tu as ceux qui pensent que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais quand on regarde les études autour du temps passé moyen au lit à dormir, évidemment. Alors chez les hommes et les femmes entre 15 et 64 ans dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes différences entre les pays. Par exemple, l'Afrique du Sud et la Chine sont les pays où on dort le plus, 9h13 en moyenne en Afrique du Sud et 9h01 en Chine, alors que les Coréens et les Japonais sont ceux qui, entre guillemets, dorment le moins, avec 7h41 pour les Coréens, et seulement 7h22 chez les Japonais, donc presque 2 heures de moins que les Sud-Africains. Et pour autant, les Japonais sont l'un des pays avec la plus longue espérance de vie, avec une moyenne de 84,6 ans d'espérance de vie. Et pour la petite info, ils sont juste derrière les Monégasques qui, eux, ont une espérance de vie de 87 ans. Donc il n'y a peut-être pas que le sommeil qui joue dans notre espérance de vie. Et on l'a dit dans l'épisode 1, la première partie consacrée au sommeil, il y a un vrai facteur génétique et individuel autour du sommeil et aussi, là on le voit, très certainement culturel. Effectivement, et puis le corps s'adapte aussi. On le dit souvent dans le podcast, mais notre corps est une formidable machine d'adaptation. Donc c'est vrai que c'est un élément intéressant, mais c'est un peu comme les calories, tu sais, qu'on recommande, les 2500 calories qu'on recommande notamment en France, en Europe ou en Occident. Il y a certains pays où c'est beaucoup plus, d'autres où c'est beaucoup moins, et du coup, il y a aussi une dimension, comme tu dis, culturelle. Il y a aussi des croyances, et qui dit vrai et qui dit faux, chacun pense que il détient la vérité, mais tout ça, c'est aussi à prendre avec un petit peu de recul. Fred, pour commencer cette émission, j'aimerais qu'on s'intéresse à la qualité du sommeil des coureurs à pied, parce que moi, je me souviens, dans le premier épisode, tu nous as expliqué à quel point la durée de notre repos était effectivement importante, mais tu as aussi insisté sur le fait que le sommeil doit avant tout être de qualité. On doit respecter, par exemple, notre rythme circadien, nos besoins naturels et individuels, parce qu'on l'a vu, et on le voit aussi avec les différents, dans les pays, il y a un facteur génétique qui est extrêmement important par rapport à notre sommeil. La nuit aussi doit être calme, elle doit être sans stress, sans facteur perturbateur, elle doit être dans l'obscurité aussi. Mais du coup, la question que l'on peut se poser, est-ce que nos entraînements de course à pied peuvent avoir un impact alors soit positif ou alors négatif sur le sommeil? Parce que moi, à titre personnel, j'ai l'impression que parfois, j'ai du mal à dormir à cause justement de certaines séances que je peux faire. Alors, tu imagines bien que ça peut poser problème. Effectivement, Guillaume, tu l'as rappelé, pour bien récupérer, dormir ne suffit pas, il faut aussi bien dormir, et en particulier quand on est sportif, tu l'as dit, et on le rappelle. Et souviens-toi, dans la première partie de cet épisode, je t'ai parlé d'une étude qui a comparé les habitudes de sommeil chez 47 athlètes olympiques avec celle d'un groupe témoin composé de personnes du même âge et du même sexe, mais ne pratiquant aucun sport. Et je t'avais dit que cette étude avait révélé que le groupe des athlètes a passé un total de 8h36 au lit contre 8h07 pour le groupe témoin. Mais je ne t'ai pas tout dit à ce moment-là sur cette étude, malheureusement. Ah, c'est pas bien, Fred. Si tu commences à me cacher des informations, c'est vilain. Non, rassure-toi, il n'y a aucune rétention d'informations de ma part. C'est juste qu'il faut savoir, ménager ces annonces, faire un peu de teasing. Mais ne t'en fais pas, aujourd'hui je vais tout te dire et tous nos auditeurs et nos auditrices vont le savoir également. En fait, pour revenir à cette étude, elle a également révélé que même si les athlètes ont passé plus de temps au lit, donc on l'a vu, environ 30 minutes de plus, la latence du sommeil, c'est le temps qu'on met pour s'endormir. La latence du sommeil du groupe des sportifs a été plus de 2 fois
a été 2 fois plus long que dans le groupe témoin. Et ce n'est pas tout. Le sommeil a également été moins efficace pour une durée de sommeil similaire, on l'a vu. Alors, je précise que l'estimation de la qualité du sommeil a été réalisée à l'aide de l'actigraphie et de différents moniteurs d'activité et non sur du déclaratif, parce que sinon, il y a un vrai biais méthodologique. Et de plus, ces données ont été recueillies pendant une période d'entraînement normale sans compétition. Ça aussi, c'est très important de le souligner parce que, on le sait tous, la compétition, notamment avec le stress qu'elle engendre, est à même de largement perturber la qualité de notre sommeil. En bref, pour revenir à cette étude, elle a observé qu'il existe d'importantes différences dans la qualité du sommeil chez les athlètes par rapport aux sédentaires. Alors évidemment, il se peut que ce trouble du sommeil ne soit pas directement lié aux entraînements, mais ça peut aussi résulter de mauvaises habitudes liées aux séances d'entraînement, très matinales ou très tardives, ou à d'autres facteurs comme regarder la télévision au lit ou une consommation de caféine trop importante. Mais ça a quand même le mérite de nous interroger au final sur l'impact de notre pratique sportive sur la qualité de notre sommeil. Hyper intéressant effectivement Fred, cette étude. Du coup on est face à un paradoxe. Alors évidemment là on s'est intéressé à des athlètes olympiques. Les athlètes olympiques c'est un peu le Graal. On sait qu'ils sont soumis aussi à beaucoup de pression, à une compétitivité qui est presque extrême. Donc tu as bien fait de le souligner. Est-ce que c'est vraiment les entraînements qui nuisent à la qualité de leur sommeil ou c'est peut-être le stress, l'anxiété qu'ils peuvent avoir à côté? Mais au final on en vient toujours au même problème. D'un côté le coureur doit le plus possible améliorer son sommeil pour récupérer et être plus performant, et de l'autre, ces entraînements, du coup, est-ce que je dois en déduire qu'ils nuisent à la qualité de son sommeil ? Attention Guillaume, justement, du coup à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Il n'y a pas de vérité absolue, on l'a vu, on l'a dit, et du coup je le répète. Tout d'abord, il faut bien avoir conscience que la sédentarité augmente considérablement le risque d'insomnie. On l'a vu pendant le premier confinement, notamment où les ventes de produits favorisant le sommeil, type somnifères, ont explosé dans les pharmacies. Et pourtant, on peut pas dire que les gens étaient forcément très actifs en dehors de leur foyer. Toutes les études réalisées sur l'insomnie, et là je dis bien toutes les études, c'est-à-dire vraiment il n'y a pas d'exception sur ce sujet, elles ont démontré que l'activité physique était l'une des armes les plus efficaces pour lutter contre les troubles du sommeil. Mais ce n'est pas tout. Le sport a également des effets notamment dans le traitement et la prévention de l'apnée obstructive du sommeil, qu'on appelle classiquement l'apnée du sommeil, du stress, de l'anxiété, qui sont aussi des causes majeures d'insomnie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la course à pied libère notamment les fameuses endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui aident ton corps à se détendre et à se sentir heureux et épanoui. Et on sait bien, quand on est heureux, épanoui et relaxé, le sommeil, le marchand de sable arrive plus facilement jusqu'à notre porte. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fred. La pratique sportive a d'énormes vertus. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais voilà, j'ai quand même remarqué, moi, que quand je faisais des séances le soir, tu sais que généralement à Paris, les séances sur piste ou le Faltrek ont lieu le soir vers, au plus tôt 18h30 si on a de la chance, mais souvent c'est 20h, voire même 20h30 dans certains clubs. Et du coup, j'ai remarqué qu'après ces séances, j'avais quand même un peu moins... j'avais plus de mal, en tout cas, à m'endormir, à trouver le sommeil. Alors, effectivement, Guillaume, ce que tu dis fait écho à des choses qu'on entend énormément autour des horaires d'entraînement, notamment l'affirmation selon laquelle un exercice pratiqué en fin de soirée perturbe le sommeil. Pourtant, à ce jour, aucune étude scientifique, sérieuse, mais aucune, n'est parvenue à confirmer ou infirmer cette hypothèse, y compris pour les séances à haute intensité. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Mais si on compile les études et qu'on recherche les points d'accord sur les impacts de l'entraînement sur notre sommeil, à l'analyse de la littérature scientifique, on constate plusieurs choses, notamment que la pratique physique moins de 4 heures avant le coucher augmente le temps total de sommeil, mais en petite quantité. Il l'augmente d'une dizaine de minutes, mais augmente aussi légèrement la latence d'endormissement. On l'a dit tout à l'heure, c'est le temps nécessaire pour s'endormir. En résumé, vous allez un peu plus dormir, mais vous allez mettre aussi un peu plus de temps à vous endormir, donc vous allez passer plus de temps au lit. Alors ça c'est pratique si par exemple on n'est pas soumis à un réveil matinal. Alors si je mets un peu plus de temps à m'endormir, mais que j'ai la possibilité de me lever plus tard, finalement je vais dormir un peu plus, donc presque ça aurait eu un impact bénéfique. Mais si par contre je dois me lever à une heure précise chaque matin, là effectivement ça peut poser problème. Donc c'est pour ça aussi dans les études, il faut vraiment mettre ça en corrélation avec les habitudes de vie de chacun qui peuvent du coup fausser un peu les données. Et là typiquement on a un exemple aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose, Fred ?
Bah oui, parce que l'étude a également démontré que le sommeil lent profond, le fameux SLP qu'on a vu dans la première partie de cet épisode, est statistiquement augmenté, mais peu au final, puisqu'il augmente de 1,6 minutes. Alors 1,6 minutes, c'est 1 minute et 36 secondes pour être totalement précis. Un autre élément révélé par les études, c'est que la latence d'apparition du sommeil paradoxal est-elle augmentée de 11 minutes et 36 secondes. Donc voilà, pas des modifications vraiment fondamentales et significatives. De plus, on note une différence significative sur la durée des éveils nocturnes. La pratique d'un exercice léger, type footing à allure endurance fondamentale, comme on dit le soir, est associée à une diminution de la durée des éveils nocturnes. En revanche, la pratique d'un exercice physique à haute intensité, comme une séance de fractionné à très haute intensité type VMA, montre une tendance à l'augmentation de la durée des éveils nocturnes. Mais attention, et là je mets encore en garde, il est important de comprendre que la pratique sportive ne produit pas les mêmes effets sur tout le monde. Et du coup, je tiens à rassurer nos auditeurs, l'activité physique en soirée est tout à fait possible, notamment pour les gens qui travaillent. Cela ne va pas grandement perturber votre sommeil. Mais après, comme tu le soulignais très bien, on a aussi nos habitudes personnelles. Donc il faut, si on a un emploi du temps qui nous oblige à nous lever très tôt le matin, il faut quand même veiller à avoir le sommeil nécessaire pour nous, c'est-à-dire en dehors des statistiques, la durée de sommeil qui nous convient et qu'on aura établie, il faut vraiment veiller à ça. D'accord, donc c'est plutôt rassurant. Finalement, on n'a pas réussi forcément à montrer que réaliser une séance de fractionné, une séance à haute intensité, 4 heures, tu l'as précisé, 4 heures avant son sommeil. Donc évidemment, si vous vous entraînez à 22 heures, des fois à Paris, on voit les gens s'entraîner très tard et que vous allez vous coucher juste après. Là, c'est du bon sens, évidemment. Mais voilà, si vous laissez 4 heures en tout cas avant votre sommeil, il n'y aura pas forcément un impact. En tout cas, on n'a pas réussi à le prouver. Ça va être finalement très individuel, très personnel, si j'ai bien compris. Exactement. Si tu pratiques le sport le soir, la course à pied aura quasiment aucun impact sur ton sommeil, à condition bien sûr de réaliser tes séances au moins 4 heures avant d'aller au lit. Après, ça peut être un bon biais. Si vous avez prévu de sortir en soirée et de passer une partie de la nuit dehors, peut-être une séance notamment à haute intensité avant d'y aller vous permettra de rester éveillé et vivace beaucoup plus longtemps. Plaisanterie à part, on constate quand même que chez certaines personnes, et ça semble être le cas pour toi Guillaume, parce que je te connais un peu, chez certaines personnes, les séances de fractionné peuvent leur causer des difficultés d'endormissement. Tout simplement parce que quand tu fais une séance à haute intensité, tu augmentes notamment ton taux d'adrénaline. Donc tu stimules la sécrétion d'hormones comme la catécholamine ou la cortisol, et ton rythme cardiaque va également fortement augmenter. Par ailleurs, il faut savoir que notre température corporelle, elle n'est pas fixe, elle fluctue tout au long de la journée. Par exemple, en fin de journée, elle va diminuer progressivement, on l'avait vu, afin d'accompagner ton corps dans le cycle d'endormissement. Si tu fais une séance de fractionné, tu vas faire monter la température de ton corps et du coup, tu risques tout simplement, tu l'auras compris, de perturber ton cycle d'endormissement. Du coup, Fred, si on s'entraîne le soir, moi c'est mon cas, parce que souvent, notamment pour celles et ceux qui sont en club ou qui ont une vie de famille ou une vie professionnelle qui les contraint à s'entraîner le soir et qui ont peut-être quelques petites difficultés d'endormissement ou tout simplement qui veulent bien faire les choses pour vraiment bien dormir après une séance de fractionné pour améliorer la qualité de leur sommeil, quels conseils tu peux leur donner pour mettre toutes les chances de son côté de passer une bonne nuit bien récupératrice? Alors, on l'a vu, il semblerait que l'entraînement en lui-même n'a pas d'impact négatif sur la majorité statistique des coureurs. En revanche, les habitudes que vous allez avoir en soirée après vos entraînements peuvent soit favoriser la qualité de vos sommeils ou au contraire le dégrader. Il faut donc être vigilant sur certains points pour pas faire d'erreur. Et moi, je vais te lister quelques conseils qui me semblent être les plus importants. La première chose, quand vous êtes de retour à la maison après votre séance d'entraînement, évitez de regarder la télévision ou d'utiliser votre téléphone ou l'ordinateur avant d'aller au lit. On l'a vu, les écrans ont un impact négatif sur votre repos. Et là, on l'a vu, l'idée c'est d'éviter de rajouter des perturbateurs à votre endormissement. Pareil, quand vous rentrez chez vous le soir, évitez les fortes lumières dans vos pièces à vivre. Essayez de créer une ambiance tamisée, cocooning, pour bien faire comprendre à votre corps que vous allez bientôt aller vous coucher. Quand vous entrez dans votre chambre pour aller dormir, là, je dirais même éviter toutes les lumières. Alors, si vous avez des commodes dans tous les sens, quand même, allumez-les, parce que ça serait dommage de se fracturer un pied ou de se blesser grandement le genou, mais vous avez compris l'idée.
Notre sommeil, il faut savoir qu'il dépend notamment de la sécrétion de mélatonine et elle est optimale lorsque l'obscurité est totale. Si besoin, vous pouvez utiliser un bandeau pour que la lumière ne vous empêche pas de dormir. Vous allez voir, hein, c'est très simple mais c'est très efficace et c'est pas pour rien, notamment qu'on vous en donne dans les avions. Donc au prochain voyage en avion, gardez-le avec vous, ça peut servir. Je me permets d'insister sur ce point, Fred, que tu conseilles de créer finalement des espèces de sas par rapport au salon, par rapport au couloir et à notre chambre où on va systématiquement diminuer la lumière. C'est très important, je pense. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place et j'ai vu vraiment que ça avait un impact sur la qualité de mon sommeil. Pendant très longtemps, l'homme a vécu sans électricité, donc il était rythmé au soleil. Donc on s'est développé biologiquement par rapport à ça. Et la lumière vient stopper notre développement de mélatonine, comme tu nous l'as dit. Donc il y a un vrai impact négatif. Moi, il y a quand même un petit conseil que je peux donner parce qu'on parle souvent de la technologie, les écrans, effectivement, qui ont eu un impact négatif sur la qualité de notre sommeil, mais la technologie peut aussi nous aider à mieux dormir. Je m'explique. Aujourd'hui, il existe notamment la domotique, donc c'est ce qu'on appelle les maisons connectées, où la lumière de ta maison, en fonction des horaires que tu vas lui donner, va progressivement diminuer et va un peu reconstituer le cycle naturel du soleil. Donc, tu vas rentrer dans ta pièce à vivre progressivement au fil de la soirée. Plus le temps va passer, plus la lumière va se tamiser. Et c'est vraiment, mais en tout cas sur moi, c'est extrêmement efficace. Il existe aussi des réveils maintenant, de luminothérapie. On en avait parlé, souviens-toi, il y a très longtemps dans le podcast, où là, on va être réveillé par non pas par un bruit, mais vraiment par une lumière. Et moi, ces petits détails, ces petites choses, vraiment, je peux dire que ça a changé ma vie, mais ça a eu un impact non seulement sur la qualité de mon sommeil, mais aussi le stress, l'anxiété, tout ce genre de choses. Donc, c'est encore des produits qui sont réservés un peu aux geeks, mais qui va certainement se développer. Et à mon avis, vraiment, ça va avoir un impact très très fort sur la qualité des sommeils des gens. Donc, hâte de suivre ce que la technologie nous réserve. Mais voilà, je voulais juste dire que la technologie pouvait aussi avoir des avantages. Très concrètement, hein, la technologie est avant tout là pour nous accompagner, nous aider. Après, elle a des biais et du moment qu'on en a conscience, ça nous permet de les éviter. Parallèlement à ça, je vous recommande aussi d'instaurer de bonnes habitudes de sommeil, en vous couchant tout simplement et en vous réveillant à la même heure tous les jours afin de permettre à vos corps de s'habituer. Et quand je dis tous les jours, ça comprend aussi le week-end. Ça peut surprendre, mais si le week-end vous déréglez totalement vos habitudes de sommeil, si par exemple la semaine vous vous couchez à 22h, le week-end systématiquement 1h du matin, et qu'au lieu de vous lever à 7h, vous vous levez à 11h, votre corps est constamment dans la recherche d'adaptation et la perturbation, et il ne sera pas placé évidemment dans une situation optimale. L'idée, c'est vraiment de créer, on va dire une routine ou plutôt un rituel où vous allez vous entraîner le plus souvent à heure fixe pour que votre corps s'habitue et ait les bons réflexes à ce moment-là et notamment pour celles et ceux qui font des compétitions et qui ont souvent lieu le dimanche matin, il est bien qu'à l'heure de la compétition, vous ayez l'habitude d'être à l'entraînement. Ça, c'est important parce que c'est vrai que des fois, les gens s'entraînent un peu, tiens, une fois je m'entraîne le matin, après je vais m'entraîner à midi, après je vais m'entraîner le soir. Le corps, en fait, il peut pas s'adapter. Et là, effectivement, les études aussi l'ont montré, c'est que les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner le soir, s'ils s'entraînent le soir, ça va avoir un impact négatif. Mais s'ils ont tout un rituel, comme tu l'as dit, le corps va très facilement s'adapter. Et là, ça va améliorer la récupération. Donc, c'est très important aussi ce que tu appelles les routines, ce que tu appelles les habitudes, les rituels. Beaucoup de sportifs le font, d'avoir ces jours précis, ces horaires précises et d'éviter d'y déroger. Après, évidemment, on peut avoir des contretemps, mais l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner toujours sur les mêmes créneaux. Sauf quelquefois, on va chercher un peu à brutaliser le corps pour lui permettre de s'adapter. Et là, on va vraiment tout changer pour essayer de créer des petits électrochocs, mais c'est particulier. Dans la règle générale, les athlètes de haut niveau s'entraînent toujours sur les mêmes créneaux pour faciliter la récupération. C'est très important. Exactement. Et puis voilà, l'organisme, c'est une magnifique horlogerie. Donc, votre corps, il est réglé comme une montre suisse, je dirais. Donc, voilà, chaque détail compte. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et du coup, pour revenir à cette idée de créer un rituel du soir pour accompagner un bon endormissement, au-delà du fait de se fixer des horaires fixes d'endormissement et de lever, pour le repas du soir, il ne faut pas fatiguer votre corps avec une digestion compliquée pour lui. Donc, le soir, on va éviter les aliments trop riches en gras saturés, en sucre, en caféine évidemment, en produits transformés, de manière générale, parce que quand arrive la période des fêtes, quand vous avez un événement particulier, il ne s'agit pas de se priver non plus. Il faut avoir un peu de souplesse également, évidemment. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, le sport fait monter la température corporelle. Donc, le problème, c'est que cette température corporelle doit être le plus bas possible pour favoriser le processus d'endormissement. Donc,
moi, ce que je peux vous recommander, c'est de prendre une douche froide avant d'aller au lit. Alors, je sais, c'est pas facile, surtout en hiver, mais croyez-moi, ça sera vraiment utile. Pareil, votre chambre doit être fraîche, calme, sombre, une sorte de sanctuaire. Alors, c'est peut-être mon côté un peu spirituel qui s'exprime là, mais une sorte de sanctuaire dédié à la récupération. Le chauffage qui tourne à fond et la chambre qui est à 25 degrés n'est pas idéal pour avoir un bon sommeil. Et d'ailleurs, je pense que on l'expérimente toutes et tous lorsqu'on part en vacances dans un pays chaud. Les nuits sont souvent difficiles. Effectivement, Fred, et c'est vrai que la chambre, il faut éviter par exemple de travailler, il faut éviter de regarder la télé. À ce côté sanctuaire, bon voilà, c'est peut-être un petit peu mystique, mais ça peut vraiment nous permettre d'améliorer notre sommeil et la vie change quand on a un bon sommeil, ne serait-ce que par rapport à notre humeur. Merci en tout cas pour tous ces précieux conseils. Il y en a certains que je faisais, mais il y en a d'autres que je ne faisais pas, donc je vais essayer de les mettre justement ce soir à exécution, parce que j'ai une séance de prévue. Mais ça pose quand même une question qui est à mon sens essentielle. Fred, quel est l'impact du sommeil sur, cette fois-ci, nos performances sportives? Par exemple, si un coureur a un manque partiel de sommeil, évidemment, je dis pas que si ça fait 2 mois qu'il dort pas, évidemment, on va se douter qu'il va avoir des conséquences négatives sur ses performances. Encore une fois, c'est du bon sens. Mais je dis juste s'il enchaîne 2-3 nuits blanches, 2-3 nuits où il va un peu moins dormir, quelles conséquences ce manque de sommeil va avoir sur lui? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je te remercie vraiment de poser cette question, Guillaume, parce que comme tu le dis, elle est essentielle. Alors, même si, je l'ai dit tout à l'heure, les études sont encore rares et on trouve quand même quelques recherches intéressantes sur les effets du manque partiel de sommeil sur la performance athlétique. Je dis manque de sommeil partiel car comme tu le dis, que quelqu'un qui aura enchaîné les nuits blanches depuis 2-3 semaines, là je pense que très honnêtement il n'y a pas besoin d'études pour connaître le résultat de ce qui va se passer. Par exemple, parmi ces fameuses études que j'estime intéressantes, il y a celle réalisée par Sinerton et Reilly qui s'est intéressé à mesurer l'effet de 2h30 de sommeil en moins par nuit pendant 4 nuits chez 8 nageurs. Cette étude a observé que la perte de sommeil n'a pas eu d'effet sur la force du dos, la force de préhension, la capacité pulmonaire ou la performance des nageurs, ce qui est en soi plutôt rassurant. Après, voilà, ce sont que 8 nageurs, donc à pondérer, mais quand même, ça donne un certain élément d'appréciation. En revanche, l'humeur des nageurs avait beaucoup changé, avec une augmentation de la dépression, de la tension, de la confusion, de la fatigue et de la colère, ainsi qu'une diminution, on va dire, de l'énergie. Et là, le risque, c'est que l'athlète rentre dans un cercle vicieux, car le stress, les troubles de l'humeur ou encore la colère génèrent souvent de l'insomnie et donc une dégradation du sommeil sur le long terme. Donc on voit qu'on rentre dans un cercle vraiment vicieux. Encore une fois, si on compile l'ensemble des études réalisées en laboratoire, il a été constaté que les performances des athlètes ne sont pas altérées par 1 ou 2 nuits de privation de sommeil. Et ça, d'ailleurs, on l'a tous vécu la veille d'une compétition importante, notamment pour les marathoniens et les marathoniennes. Souvent, on dort pas bien et la perf, quand on est bien préparé, elle est quand même au rendez-vous. Cependant, pour des durées de privation plus longues, les 64 heures, la force explosive et la force dynamique isocinétique baissent, mais cela reste faible. En revanche, elle décline si on combine intensité et durée. Je vais être concret. Par exemple, si on demande à des sujets de répéter des sprints chaque minute pendant 1 heure, on va observer une régression. La durée, elle constitue donc un paramètre déterminant en cas de manque de sommeil. Et une étude a même montré une baisse de 11% du niveau de performance lors d'un exercice de course à pied après 36 heures de privation de sommeil. Ce qui est une donnée intéressante, notamment pour nos amis qui pratiquent l'ultra trail ou l'ultra fond sur route, mais en tout cas toutes les courses où on va être dans l'effort. Des fois 50 heures, diagonale 30, des fois. 40, 50 heures, voire même plus pour le Tour des Géants ou ce type de course, on va dire extrême. Attention, il n'y a pas de jugement, mais en tout cas très importante. C'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, même si finalement ces conditions extrêmes concernent peu les sportifs dans le cadre de leur vie quotidienne, il apparaît quand même qu'une baisse du temps de sommeil, alors
que ça soit à cause d'un coucher tardif ou d'un réveil précoce, peut dégrader le niveau de performance aérobie après seulement 2 jours de perturbation de l'emploi du temps de l'athlète. Mais là encore, c'est peut-être plus le changement de routine de l'athlète qui peut poser problème que le réel manque de sommeil. On l'a tous vécu. En tout cas, moi, par exemple, et c'est pour ça que les données sont toujours très individuelles. Globalement, je suis un peu dans la moyenne. 8 heures de sommeil me suffisent. Mais si je dors 8 heures entre 22 heures et 6 heures, je vais pas avoir la même qualité de réveil que si je dors 8 heures de 20 heures à 4 heures du matin. Ça sera beaucoup plus difficile pour moi de me lever à 4 heures qu'à 6 heures. Voilà, parce que j'ai mon habitude, très concrètement, à 6 heures du matin. Et par ailleurs, pour revenir à cette étude, elle révèle aussi que les altérations les plus importantes sont survenues plus tard dans le protocole, laissant du coup supposer un effet cumulatif de la fatigue due à la perte de sommeil, tout simplement. C'est hyper intéressant et c'est vrai que ça conforte notamment, tu parlais des insomnies avant marathon et c'est la raison pour laquelle il faut pas forcément s'inquiéter si la veille d'une grande échéance sportive on n'arrive pas à dormir. Si on a eu un sommeil de qualité avant, finalement ça n'aura pas beaucoup d'impact. Je reviens sur les 11% de baisse du niveau de performance après 36 heures de privation de sommeil. Finalement, c'est pas tant que ça. 36 heures, t'as pas dormi, 11%, c'est pas énorme. Même si évidemment ton stress, ta colère, tout ça on l'a vu, avec le manque de sommeil ça explose. Donc tu vas peut-être avoir tendance peut-être à prendre peut-être plus de risques, si tu es sur trail, à prendre plus de ou abandonner aussi plus facilement avec du sommeil, mais concrètement sur la performance, ça reste quand même assez intéressant. Du coup, Fred, on peut se poser aussi la question de manière un peu opposée. Imagine, on prolonge le sommeil d'un sportif sur plusieurs jours. Si demain, moi, je dors 7 heures par nuit, 8 heures par nuit, j'augmente 1h30 mon sommeil. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il va y avoir des effets positifs? Ça a été étudié et c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'on a quand même panel d'études assez large, même si elles sont relativement récentes, on le disait en introduction. En 2011, il a été demandé à 6 joueurs de basketball de prolonger le plus possible leur sommeil après 2 semaines d'habitude normale de sommeil. À la fin de la période de prolongation du sommeil, on va l'appeler comme ça, leur sprint était plus rapide et leur lancer était plus précis. Leur humeur s'était aussi grandement améliorée et les sujets disaient avoir plus d'énergie et se sentir moins fatigués. Le même groupe de chercheurs a augmenté la durée de sommeil de nageurs à 10 heures par nuit pendant 6 à 7 semaines avant d'observer une amélioration du sprint sur 15 mètres, du temps de réaction, du temps de virage et de l'humeur. Alors, il faut être quand même assez honnête. Les données de ce petit nombre d'études laissent supposer qu'augmenter la qualité de sommeil d'un athlète peut améliorer sa performance de façon significative, mais ça mériterait encore des études complémentaires pour vraiment valider, parce qu'on voit que le panel d'études reste assez restreint quand même. Mais je pense que quand tu dors bien, tu as ton état psychologique qui est beaucoup plus sain. Tu vas peut-être prendre aussi des meilleures décisions. Peut-être que si tu loupes une séance, ça aura moins d'impact sur toi. Peut-être que si tu te sens un peu moins bien, tu vas pas forcer, tu vas dire ok, je vais être raisonnable. Donc du coup, tu vas prendre des meilleures décisions. Tout ça aussi, je pense que c'est un impact sur la performance. Fred, on dit souvent autre chose que le sommeil a un impact considérable sur la prévention des blessures. Autrement dit, plus on va dormir, moins on risque de se blesser. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, ça devient encore plus intéressant, si je peux me permettre, mais si tu veux bien, j'aimerais poser la question différemment. En fait, il y a bien des études qui mettent en évidence une corrélation entre le manque de sommeil et la blessure. Cependant, ces études présentent, selon moi, de nombreuses limites et des biais très importants. Je vais m'expliquer évidemment, parce que il ne s'agit pas de dire ça et après de tirer des conclusions. Si tu prends 2 groupes d'athlètes, un groupe A, par exemple, qui dort en moyenne 9 heures par nuit, un groupe B qui dormirait seulement 7 heures par nuit, et que tu analyses la fréquence des blessures dans les 2 groupes, clairement, tu vas trouver plus de blessures chez le groupe B. Cependant, on sait que les athlètes qui négligent leur temps de repos ont tendance également à négliger leur alimentation, leur récupération, la progressivité de leur entraînement. Donc du coup, selon moi, il faudrait un protocole parfaitement identique chez les 2 groupes, c'est-à-dire même nutrition, même entraînement, même parcours socio-professionnel, même état émotionnel, stress, anxiété, et qu'on isole seulement le facteur sommeil pour analyser réellement cet impact-là. Là, très concrètement, ça serait pertinent.
Parce que sinon, à mon sens, les études, elles ne veulent pas dire grand-chose, car comme je le disais souvent, et notamment en termes de blessures, mais c'est aussi valable pour la performance, leur survenue est multifactorielle. C'est pas juste parce que vous avez bien dormi que vous allez parfait. C'est aussi parce que vous êtes bien entraîné, que plus vous portez d'attention et d'importance à votre entraînement, peut-être vous allez être plus sérieux sur votre alimentation, sur les éléments de récupération. Donc il faut vraiment pondérer l'ensemble des éléments qu'on peut étudier et comment on les regarde pour se garder de tout biais. En revanche, on peut mesurer avec plus d'efficacité l'impact du sommeil sur notre physiologie, comme par exemple notre réponse endocrinienne qui est composée de l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher et de produire des hormones dans le sang. On peut aussi étudier notre récupération musculaire, nos défenses immunitaires, notre métabolisme et notre récupération énergétique. Du coup, moi je préfère te proposer, si tu veux bien, cette question. Le manque de sommeil a-t-il un impact sur nos capacités à récupérer après un effort ? Car on le sait, une mauvaise récupération augmente considérablement le risque de blessure. Effectivement, tu as raison de me reprendre et il faut faire attention avec ces études qu'on peut trouver sur Internet, qui donnent des statistiques. Tu me disais aussi tout à l'heure qu'on parlait de la musculation et il y avait une étude qui avait été réalisée où on avait pris des athlètes qui faisaient de la musculation, du renforcement musculaire et ceux qui n'en faisaient pas. Et on avait dit, ceux qui font du renforcement musculaire se blessent beaucoup moins. Et je m'avais dit, oui, c'est bien beau, mais attention, ceux qui font du renforcement musculaire sont quand même des gens qui mettent un peu tout en œuvre pour réussir. Donc on peut aussi supposer, s'ils utilisent ce levier-là, qu'ils utilisent d'autres leviers qui font plus sur l'alimentation, leur sommeil, qui sont juste beaucoup plus rigoureux que ceux qui n'en font pas. Donc il faut être vigilant et avoir cette petite présence d'esprit. En tout cas, là, je reconnais bien toute ton expertise et ta sagesse, Fred. Alors dans les faits, du coup, pour revenir à la question que je me suis auto-posée de manière un peu directive, on sait que le manque de sommeil peut perturber la récupération de l'athlète en altérant la réponse endocrinienne après une séance. Une réduction du temps de sommeil est en effet associée à une augmentation du taux de cortisol dans le sang, à une baisse de libération de l'hormone de croissance, ce qui participe à l'instauration d'un état dit catabolique. Pour faire plus clair, les mécanismes de resynthèse des protéines musculaires sont réduits tandis que ceux de dégradation sont stimulés. Par ailleurs, le manque de sommeil chronique engendre des perturbations du système immunitaire. Par exemple, on estime que le manque de sommeil multiplie par 4 le risque de s'enrhumer. Si vous êtes souvent enrhumé, ça peut être notamment un signe de manque de sommeil. Évidemment, si vous êtes plus souvent malade, vous allez affaiblir votre corps. Par ailleurs, le manque de sommeil est source d'irritabilité. Vous allez donc cumuler de la fatigue mentale, de la perte de motivation. Et tout cela peut causer notamment des blessures et les fameuses fractures de fatigue. En résumé, le sommeil est indispensable au processus de récupération. Là, je pense qu'il n'y a pas débat. Qui vous aidera du coup à être plus performant et à éviter les blessures, mais au même titre que la nutrition et l'hydratation. C'est-à-dire que si vous entraînez, excuse-moi de le dire comme ça, n'importe comment, de manière un peu anarchique, sans dosage progressif des charges et des intensités d'entraînement, que vous avez une alimentation qui est vraiment borderline, vous aurez beau dormir 8 à 10 heures par nuit, je pense que le facteur de blessure sera assez élevé pour vous. Effectivement, si on veut tout optimiser, il faut optimiser nutrition, sommeil, hydratation. Si éventuellement on est un peu moins rigoureux sur la nutrition, si on est très bon sur l'hydratation et très bon sur le sommeil, ça peut permettre de compenser. On ne sera pas optimum, mais ça peut permettre de compenser. L'idée, c'est d'avoir les curseurs en fait qui soient bien répartis en fonction des efforts que chacun est prêt à faire et de son investissement dans la course à pied, et surtout pas cumuler mauvaise hydratation, mauvaise nutrition, mauvais sommeil, parce que là sinon on va droit à la catastrophe. Donc c'est aussi des choix à faire et ça c'est propre à chacun aussi en fonction de là où il veut mettre le poids du corps. C'est très clair, Fred. D'ailleurs, on aura aussi l'occasion de revenir un peu plus en détail sur la récupération dans le podcast, parce que ça, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, je préviens nos auditeurs et auditrices, on vous réserve quelques surprises autour de la récupération, donc restez bien à l'écoute. Il y a autre chose, Fred ? Moi, je voudrais revenir sur un point que je juge très important, Guillaume, c'est... On l'a vu à l'instant, le manque de sommeil affaiblit notre système immunitaire, on tombe donc plus souvent malade, mais pas seulement. On s'est aperçu que cette baisse du système immunitaire retarde également le rétablissement des athlètes suite à une blessure. C'est donc, très concrètement, la double peine. Un mauvais sommeil diminue notre capacité à bien récupérer, une mauvaise récupération augmente nos risques de blessure, et si on est blessé, il retarde la guérison. Par exemple,
Quand vous réalisez une séance de fractionné, cela engendre du stress et des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Heureusement, du coup, votre système immunitaire provoque immédiatement, comme je disais, une réponse inflammatoire pour non seulement réparer ces déchirures, mais aussi renforcer vos muscles pour lui permettre d'être plus résistant s'il est à nouveau confronté à ce type d'effort. En gros, il répare et il renforce. Et d'ailleurs, c'est la même réponse qui est activée lors d'une maladie infectieuse. On parle, dans ce cas-là, d'immunité. Et plus notre système immunitaire est performant, mieux il répare vite et bien, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle les personnes avec une bonne hygiène de vie, et par hygiène de vie, on va considérer un bon sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, et qui pratiquent une activité physique régulière, ces personnes-là peuvent cicatriser d'une blessure presque 2 fois plus rapidement que les autres. C'est vraiment un élément qui est surprenant quand on le dit comme ça, mais quand on y réfléchit un peu, qui n'est pas aussi fou, je dirais, et qui a une vraie base finalement. Et par ailleurs, cette réaction de notre système immunitaire a lieu essentiellement lorsque nous dormons. Car quand nous sommes éveillés, notre corps active la réponse anti-inflammatoire, en partie afin de consacrer toute son énergie au reste. Du coup, lorsqu'un athlète ne dort pas suffisamment, il ferme partiellement l'interrupteur de son système immunitaire, ce qui du coup, vous l'aurez bien compris, retarde son rétablissement complet. Tu as raison d'insister sur ce point, Fred, parce que si on a une blessure, c'est toujours plus agréable de pouvoir se rétablir en bout de 2 semaines plutôt que traîner ça pendant 3 mois, 4 mois. Mais c'est la même chose pour un rhume. Tu as des personnes au bout de 3 jours, s'ils sont en bonne santé, ils vont récupérer d'un rhume. D'autres qui peuvent traîner ça pendant 2-3 semaines. Donc c'est des éléments aussi à prendre en compte parce que c'est tout bénef quand on fait tout bien. Tu nous as dit aussi que le manque de sommeil peut avoir des effets sur notre métabolisme et notre récupération énergétique. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît, Fred ? Avec un grand plaisir. Alors je précise déjà de manière très synthétique que le métabolisme est le nombre de calories que le corps brûle lorsqu'on est au repos. Il est influencé notamment par l'âge, le poids, la taille, le sexe, la masse musculaire de chaque individu, donc c'est très individuel. Malheureusement, le manque de sommeil peut faire baisser ce fameux métabolisme de base, tout simplement parce qu'une diminution du temps de sommeil vient bouleverser le tempo physiologique des hormones impliquées à la fois dans la régulation du sommeil et dans le métabolisme énergétique. Par ailleurs, on l'a vu à l'instant, la sécrétion de l'hormone de croissance augmente pendant la nuit, en particulier pendant les 2 à 3 premières heures de sommeil. Si chez l'enfant, cette hormone l'aide à assurer sa croissance, chez l'adulte, elle régule également sa masse grasse. De plus, au cours de la nuit se produit une diminution de la consommation de glucose par le cerveau. Si on dort peu, ce mécanisme de régulation glycémique se dérègle, ce qui accroît encore l'impact du manque de sommeil sur la faim et la satiété. Vous allez donc avoir tendance à plus grignoter. Et enfin, mauvais sommeil peut entraîner une perte musculaire. Je m'explique. Le muscle brûle plus de calories au repos que la graisse. Donc, lorsque la masse musculaire diminue, le métabolisme de base, lui, est ralenti de manière très simple et logique. Statistiquement, c'est sans appel. Les gens qui dorment bien ont beaucoup moins de problèmes de grignotage et ont un métabolisme qui leur permet de brûler plus de calories. C'est vrai, Fred. Et d'ailleurs, toutes les études montrent une corrélation chez les personnes en surpoids ou souffrant d'obésité avec un manque de sommeil. On a vu que c'était des éléments, en tout cas, qui étaient communs chez eux. Le manque de sommeil, c'est des pistes qui ont été faites parce que tu sais que, sur les problèmes de poids, il y a un marché énorme. Donc, on a beaucoup étudié ça et il y a cette corrélation. Fred, on peut pas se quitter sans parler de la sieste, qui est très populaire chez les sportifs. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, tout le monde nous recommandait, nous vantait la sieste. Mais depuis quelques années, tu as quand même certaines personnes qui mettent ça un peu, qui relativisent tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sieste ? Est-ce que elle est bénéfique ou pas ? Alors sur la sieste, c'est essentiel de comprendre quelque chose. Un peu comme l'entraînement croisé qui ne permet pas de remplacer une séance de course à pied, la sieste ne permet en aucun cas de combler les effets d'un manque de sommeil pendant la nuit. Là, il faut que ça soit clair pour toutes et tous. Si vous voulez bénéficier des très nombreux bienfaits du sommeil, comme on l'a vu, il faut dormir tout simplement. Il faut dormir tout simplement la nuit lorsqu'on est censé dormir et récupérer. Pour autant, et moi je suis un grand amateur de sieste, donc je vais quand même aussi la défendre en essayant d'être le plus objectif possible. La sieste est tout de même utile en supplément d'un bon sommeil. Et on peut tous constater généralement que vers 14h,
après le repas, on assiste à une augmentation de la somnolence et à une baisse des performances cognitives et physiques. Et ça, c'est général et c'est totalement normal. On recommande souvent aux athlètes, en tout cas à ceux qui le peuvent, de faire une sieste en début d'après-midi, après le déjeuner. Et les études semblent démontrer que c'est une bonne stratégie pour améliorer les performances d'un athlète, surtout lorsque celui-ci doit se lever tôt le matin. Par ailleurs, dans le premier épisode, on a vu que la digestion demandait beaucoup d'énergie à notre corps. Et cette petite sieste permet du coup aussi à notre corps de lui faciliter la tâche pour entamer ce processus, puisqu'il ne doit concentrer son énergie que sur un élément, la digestion. Du coup, Fred, on l'aura compris, tu nous recommandes la sieste. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la durée de la sieste. Est-ce qu'elle doit durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou peut-être même jusqu'à temps que l'athlète se réveille? Alors, généralement, on recommande que la sieste doit être de courte durée. Et quand on dit de courte durée, ça veut dire moins de 30 minutes, temps de latence de sommeil compris, pour ne pas initier des phases de sommeil profond qui, elles, sont susceptibles d'instaurer un état de léthargie pour le reste de la journée. Je pense qu'on a tous connu ça, la sieste du dimanche où on s'endort à 14h puis on se réveille à 16h30 en ne sachant plus quel jour on est, quel temps il fait ou ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on a tous connu ces états-là qui sont en plus pas du tout désagréables et qui viennent en plus gommer l'effet bénéfique de la sieste. Pour autant, je sais que des entraîneurs et des athlètes n'hésitent pas à faire des siestes beaucoup plus longues, notamment lors de périodes d'entraînement particulièrement chargées comme les stages, lorsqu'on a un accroissement significatif de notre charge d'entraînement et des intensités, par exemple lorsqu'on part en stage d'entraînement en altitude. On a vu aussi des athlètes kenyans et des Kenyanes, notamment sur marathon, qui disaient dormir jusqu'à 16 heures par jour, sieste compris. Ça fait énorme, ça fait vraiment énorme. Mais c'est aussi des athlètes qui sont dans des volumes d'entraînement entre 200, 230, voire des fois des pics à 250 km sur la semaine. Donc, on comprend aussi qu'à un moment, ils ont besoin d'un peu plus récupérer. Si on est sur des volumes d'entraînement, on va dire, raisonnables et classiques, logiquement, vous n'avez pas besoin de faire des siestes de 3-4 heures. Sinon, c'est peut-être qu'il y a un autre problème et qu'il faudra peut-être regarder ce qui se passe si vous êtes tout le temps fatigué. C'est très clair, Fred. C'était un épisode passionnant. Quels sont les éléments à retenir de notre échange, selon toi, qui sont les plus importants, avant qu'on passe à notre fameuse rubrique du vrai du faux? Avant de passer à notre fameuse rubrique du vrai du faux, qui a un réel succès d'ailleurs, et je nous en félicite, je vais déjà réinsister sur quelque chose qui est une vraie idée reçue qu'on aurait pu mettre dans cette rubrique justement, mais qu'on a déjà tellement dit dans notre échange qu'il est important de le rappeler. C'est qu'il faut bien comprendre que vos entraînements pratiqués 4 heures avant votre coucher n'ont quasiment aucun impact sur votre sommeil. En tout cas, ils n'ont aucun impact significatif. La plupart du temps, l'insomnie est due au stress, à l'anxiété et à d'autres perturbations psychologiques plus ou moins graves, mais pas en rapport avec la séance d'entraînement que vous venez de faire. Sauf si on loupe notre séance, là, effectivement, ça peut générer du stress et du coup, on va moins bien dormir. Mais généralement, quand tu réussis très bien une séance, bizarrement, tu dors comme un petit bébé après. Ou alors, à l'inverse, des fois, tu réussis très bien ta séance et tu es tellement surexcité que tu as du mal à trouver le sommeil. Ça peut, mais globalement, c'est plus, voilà, c'est pas la réponse, on va dire, physiologique de la séance qui perturbe votre sommeil. Ça, faut vraiment le comprendre. Malheureusement, quand l'insomnie s'installe, les personnes touchées peuvent vite être entraînées dans un cercle vicieux, on l'a vu. Le manque de sommeil a des répercussions sur le quotidien, sur les entraînements, sur la récupération, ce qui du coup amplifie leurs problèmes, augmente leur stress, rend le sommeil encore plus difficile, rend les gens irritables. Et c'est d'ailleurs un élément qui peut nous permettre de voir qu'un athlète, qu'un sportif, une sportive manque de sommeil, c'est le niveau d'irritabilité. C'est plutôt un bon indicateur, ou en tout cas le niveau de mauvaise qualité de sommeil. Quand on dort bien et suffisamment, généralement, entre guillemets, on est plutôt zen. Quand on a passé une bonne nuit de sommeil, on se réveille, les petits oiseaux chantent, même s'il fait gris, on est content d'être là. Voilà, tout simplement. Les autres éléments, c'est qu'il faut créer des habitudes de sommeil, des rituels, s'endormir à heure fixe. Heure fixe, ça veut pas dire à la minute près. Voilà, ne devenez pas un militaire, un ayatollah du sommeil non plus. Soyez bienveillant avec vous-même, mais donnez-vous des fenêtres d'endormissement, des fenêtres de réveil. Essayez de perturber au moins de manière
régulière ces cycles-là. Vous aurez toujours un jour une fête ou un repas qui vous amènera à vous coucher plus tard. C'est pas grave, profitez-en et vous avez bien raison. Et il y aura toujours une grasse matinée dans l'année ou quelques-unes qui feront que vous profiterez largement du lit un peu plus longtemps. Et là, vous avez entièrement raison. Mais globalement, ça doit rester des exceptions parce qu'il faut être dans des rituels. Et le sommeil, c'est pas simplement, je quitte mon salon, je quitte la table à manger, je me mets tout de suite dans le lit. Ça nécessite, comme je disais, une certaine forme de rituel. On l'accompagne, notamment déjà avec la luminosité, les activités qu'on peut avoir. Alors, c'est pareil, c'est évidemment pas lorsqu'on aura fait une grosse séance, mais le fait de pouvoir faire un peu de relaxation ou des étirements juste avant de se coucher pour se relaxer, se relâcher et rentrer dans une certaine forme de pré-sommeil ou de pré-repos, ça peut être très utile. Et je l'ai dit, baisser la température corporelle et de la chambre, donc la petite douche froide, le thermostat pour que la chambre dépasse pas les 18-20 degrés. En plus d'améliorer votre qualité de sommeil, il y aura aussi un effet écologique qui n'est pas à négliger et du coup je ne peux que vous inviter à le faire. Merci infiniment Fred. Écoute, je te propose qu'on passe au vrai du faux. Est-ce que ça te va ? Moi je suis partant. C'est parti. Ça c'est vrai ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Le vrai du faux, chaque mois vous nous posez vos questions sur des idées reçues qu'on peut entendre sur la course à pied, on sait qu'elles sont nombreuses et Fred nous répond, il nous dit si elles sont vraies ou si c'est des fake news comme il aime le dire. Fake news. T'as bien aimé cette expression là? J'adore. Tu serais pas fan de Donald Trump par hasard? Tu sais que je vais me poser des questions. T'as le droit après, je vais pas juger ça, on t'aimerait quand même. Fan non, mais voilà, ce personnage était tellement surprenant que des fois on avait l'impression que c'était irréel en fait, c'est surtout ça. Ah, c'est un personnage de roman, mais des fois tu sais que la réalité dépasse la fiction et voilà. On a une première question qui nous est posée par Marthe06 Run. Prendre un bain chaud nous aide à nous endormir. Bon, je pense que tu as un peu répondu, mais on va quand même lui répondre. Est-ce que prendre un bain chaud nous aide à nous endormir? Alors pas du tout, ça c'est vraiment, là on est vraiment dans l'idée reçue absolue. Prendre un bain chaud va nous aider effectivement à nous détendre, à nous délasser comme on dit, vraiment. Mais en fait on va augmenter la température de notre corps. Et lorsqu'on veut bien dormir, j'ai dit, il faut justement abaisser cette température corporelle, donc plutôt je ne vais pas vous inciter à prendre des bains froids juste avant d'aller au lit parce que voilà, mais une petite douche froide ou au moins tiède, le bain chaud peut faire du bien, mais à un autre moment de la journée. Fred, on a Louise qui nous a écrit sur Facebook et qui nous dit on peut réaliser des performances même si on manque de sommeil. Est-ce qu'on peut être performant avec un manque de sommeil, Fred? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Beaucoup de coureurs peuvent avoir un sentiment de grande énergie, réussir leur séance et donc penser qu'ils ne sont pas en manque de sommeil, car sinon ils n'arriveraient pas à parfait. Cependant, et c'est ça qu'il faut bien noter, cet état de forme peut être le reflet d'une adaptation physiologique cardio-respiratoire liée à l'entraînement et non d'une meilleure capacité de récupération liée au sommeil ou non. Il faut donc très concrètement être vigilant avec ses ressentis car on n'a pas forcément conscience de manquer de sommeil. Si vous manquez, comme on l'a vu, dans le cumul, parce que c'est plus le cumul sur des répétitions de jours de sommeil qui va à un moment avoir un impact négatif, mais vous pouvez avoir une nuit qui aurait été moins bonne et finalement tout de même parfait. On en a parlé, c'est le cas de manière quasi généralisée la veille d'un marathon. Je ne connais pas de marathoniens, de marathoniennes qui ont une nuit de gros bébés comme on dit la veille de leur compétition. On a Nico MCT 27 qui nous dit il faut ajouter 1 heure de sommeil pour chaque heure de sport. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend énormément. C'est une petite phrase. Tu sais, il y a souvent ces petites phrases, ces petits conseils. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? 1 heure de sommeil en plus par heure d'entraînement. Alors, au vu de la science, c'est faux. Très concrètement, on n'a aucune étude qui vient valider cette idée reçue, ce lieu commun, comme quoi il faudrait rajouter 1 heure de sommeil par heure de sport. C'est des choses qu'on entend.
Pourquoi pas. En même temps, je me dis que si les gens se disent ça et que du coup font plus attention à leur sommeil, ça peut être un bénéfice. Mais voilà, il n'y a rien qui est venu valider cette idée-là, qui je sais pas si c'est de la sagesse populaire, je ne sais pas si c'est de la sagesse populaire, de la superstition ou du lieu commun, mais en tout cas, c'est pas du tout scientifique. T'imagines les triathlètes qui peuvent s'entraîner 25 heures, du coup, il faudrait qu'ils dorment plus qu'une journée, une journée entière, donc ça serait quand même embêtant. Mais bon, l'idée est bonne au fond, c'est de conseiller aux gens de bien dormir. Mais c'est vrai que voilà, si vous faites 5 heures de sommeil, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est quand même un petit peu extrême, je pense. Une autre question, il faut courir tôt le matin pour améliorer la qualité de notre sommeil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ceux qui s'entraînent par exemple très tôt vont mieux dormir, Fred? Fake news, c'est faux. Je l'ai moins bien fait que le monsieur Blond qui était très connu. Faux. Les effets les plus positifs du sport sur la qualité de sommeil se produisent après un entraînement pratiqué entre 4 et 8 heures avant le coucher. Par opposition, les effets les moins positifs se produisent après un exercice pratiqué plus de 8 heures ou à moins de 4 heures de l'heure du coucher. Donc voilà, on peut voir alors qu'un entraînement très tôt le matin ne permettra pas forcément d'optimiser. Après, chaque athlète a ses habitudes aussi. Il y a un certain nombre d'athlètes qui préfèrent faire les séances dures le matin, et notamment les athlètes élites, les athlètes professionnels. Mais c'est aussi parce que ce sont des athlètes qui doublent et donc ils s'organisent comme ça. Mais il y a pas plus de bénéfices à s'entraîner surtout très tôt le matin. Ok, donc ça veut pas dire que c'est négatif, hein. Ça veut juste dire qu'on va pas améliorer, en tout cas la science n'a pas démontré qu'on va améliorer la qualité de son sommeil. Quand on l'améliore, on l'a vu, c'est quand même assez minime, mais il y a quand même des impacts qui sont intéressants. Et là, du coup, c'est entre 4 et 8 heures avant le coucher. Donc pas forcément très tôt le matin, mais c'est quand même rassurant pour ceux qui s'entraînent le soir, parce que des fois on peut culpabiliser un petit peu. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'on entend beaucoup, des idées reçues qui sont extrêmement répandues. Et je pense que énormément de coureurs pensent ça. Et on a vu aujourd'hui que c'était pas forcément la réalité, en tout cas que c'était très très personnel. Le manque de sommeil fait baisser notre taux de testostérone et donc notre libido. On avait une question sur la sexe. Ils sont chauds nos auditeurs et nos auditrices. Hein. Écoute Fred, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, alors là pour le coup, bonne question. Je suis curieux d'avoir ta réponse sur le taux de testostérone. Est-ce que c'est vrai ou faux? Malheureusement, dans ce sens, c'est vrai. Le manque de sommeil répété, et là j'insiste bien sur répété, l'enchaînement, le cumul, fait baisser notre taux de testostérone. Et quand on est un sportif, la testostérone est importante au-delà de la libido, proprement dite. Elle est importante car elle augmente non seulement notre masse musculaire, mais protège aussi nos muscles d'éventuelles dégradations. Concernant notre libido, elle est aussi liée à notre taux de testostérone. Et donc, on comprend bien qu'une baisse de la testostérone peut avoir un impact négatif sur notre vie sexuelle. Mais les hommes ne sont pas les seuls concernés, car chez les femmes, on estime que dormir seulement 6 heures par nuit entraîne une baisse de 20% de l'hormone de développement des follicules qui est essentielle à la reproduction humaine, reproduction féminine. Donc les chances de tomber enceinte, comme on dit, diminuent donc avec un sommeil dégradé pour les femmes. Hyper intéressant. Donc il y a vraiment que des avantages à bien dormir, Fred. Merci infiniment Fred pour cet épisode, ça a été un plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à parler peut-être autour de vous de ce podcast, à l'envoyer si vous avez des personnes peut-être qui ont des difficultés à s'endormir. Ça pourra peut-être leur être utile, donc je suis sûr qu'ils vous en seront reconnaissants. Merci beaucoup Fred et puis à lundi prochain. À lundi.